Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite animation de 2012, L'étrange pouvoir de Norman ou Paranorman. Un film co-réalisé par Sam Fell et Chris Butler qui s'est aussi chargé de l'écriture. Sam Fell qui a déjà réalisé pour Universal et DreamWorks avec Souris City, et Chris Butler qui réalise ici son premier film, et qui travaillera par la suite sur d'autres films du studio Laika. Ce n'est que le deuxième film du studio après Coraline d'Henry Selick, mais le studio avait aussi participé à la production des Noces funèbres de Burton. Un film entièrement réalisé en stop motion, qui est de plus en plus rare dans l'univers de l'animation par l'utilisation du numérique, mais par l'acharnement de certains, ce savoir-faire perdure. Le film aura donc nécessité un long et minutieux travail de création, de préparation, de synchronisation, qui sonnera comme un aboutissement pour Chris Butler, qui était quand même sur le projet depuis une bonne dizaine d'années. Et on ne peut qu'être bluffé par le résultat, tant l'animation est belle et fluide, détaillée et inspirée. Quand on connaît le procédé pour la stop motion, on ne peut que saluer leur dévouement et leur acharnement. On peut aussi noter les crédits de fin qui sont superbes avec ces dessins style artwork. C'est le genre de dessin animé que l'on regarde juste comme ça et qui nous surprend par l'ambiance qu'elle dégage, son souci du détail, ses décors, son jeu de couleurs, mais aussi par la manière dont il développe son histoire et ses personnages. C'est une aventure folle et déjantée, parfois osée, à l'humour noir et aux références de films de genre assez riches. Il y a quelques séquences vraiment savoureuses et qui prend parfois à contre-emploi certains clichés des zombies. D'un autre côté, on pourra se dire que les créateurs sont restés entre deux eaux pour toucher un public plus large, et ne seront donc pas allés jusqu'au bout de leurs idées. Ainsi, pour certains, le récit sera trop mou, naïf et stéréotypé, manquant d'originalité, avec des séquences trop référencées, trop expliquées, et n'auront pas réussi à s'attacher aux personnages. Parfois trop glauques et grossiers, avec un humour premier degré. Ou d'autres encore qui auront tout simplement eu du mal à entrer dans le récit à cause du style graphique. C'est donc l'histoire de Norman qui a la capacité de voir et dialoguer avec les morts, et qui va devoir empêcher la destruction de la ville par des zombies suite à la malédiction d'une sorcière. Laika poursuit son aventure dans le fantastique entre la comédie et l'horreur, remplie de références aux films du genre, ce qui en fait un film idéal pour la période d'Halloween. On pourra noter que le titre original, Paranorman, se suffisait probablement à lui-même. Le film restera peut-être pour ses prouesses techniques plutôt que pour sa narration ou ses personnages qui sont d'un côté un peu trop clichés et d'un autre côté qui tentent de lutter contre ces mêmes clichés. On retrouvera par exemple Norman, un personnage atypique renfermé dans son propre univers qu'il aimerait partager, mais que tout le monde rejette. Que ce soit les autres ou sa propre famille qui le trouvent anormal, Norman, avec cet effet que le monde s'acharne sur le héros, qui est pourtant le seul conscient du danger qui plane. On a également son meilleur ami, par défaut, corpulent mais intelligent, et d'une amitié inflexible. A l'inverse, on a le grand beau garçon, bien musclé et un peu bébête. Le punk crétin et rebelle de l'histoire, qui s'en prend aux plus faibles pour paraître cool et fort aux yeux des autres. Et la sœur de Norman, la reine du bal, la Barbie belle et superficielle qui ne pense qu'à l'apparence. Tous les retournements de situation manquent peut-être de subtilité, ou sont trop appuyés sur le message véhiculé. Le changement final à l'égard de Norman pourra paraître à la fois hypocrite tout en étant rempli d'espoir. Ce qui fera que l'on trouvera les personnages soit agaçants, soit finalement attachants. Car tous ces personnages cachent une fragilité et sont autre chose qu'ils ne paraissent, tout comme la sorcière ou les zombies qui cherchent à expier leurs fautes. Il y a les thèmes de la marginalité, de la solitude, de la discrimination, de l'intégration, la différence qui mène aux violences scolaires et familiales, physiques et morales, ainsi que les conflits générationnels. Mais l'on retrouve de la solidarité, du courage et de la bravoure.
C'est un récit initiatique, une mise à l'épreuve qui ne concerne pas que le héros, mais à la fois ses compères, les habitants de la ville, mais aussi les menaces, que ce soit les zombies ou la sorcière. Personne n'est laissé à l'abandon ou juste présent pour faire joli. On joue volontairement sur les clichés parce que le monde agit de manière cliché. Les studios Laika interrogent le sens direct de ces clichés, de comment ils ont été mis en place, comment ils prennent racine dans l'esprit humain et se perpétuent dans la société. Tout le monde s'est endormi, a consenti à dévaloriser les clichés tout en les faisant perdurer, sans même s'en rendre compte. Le film tente de montrer par un habile effet de miroir entre chaque chose comment on pourrait s'en défaire et transformer tout ce que l'on considère comme négatif en positif, malédiction en bénédiction. Norman va devoir se battre pour sauver ces personnes qui le méprisent et le prennent pour un fou. Il devient alors le héros de la ville parce qu'il comprend et est parvenu à se faire comprendre, en changeant la perception que les gens avaient d'eux-mêmes, de ce qui les entourait. C'est en réalité ça le pouvoir de Norman, sa façon d'être, de raisonner, d'agir. C'est ce qui le rend différent, son implication à chercher au-delà du confort et des acquis, à voir au-delà des apparences et des préjugés. La scène d'intro où il se rend dans la ville est excellente, car on le voit parler aux fantômes, mais du point de vue extérieur, comme s'il parlait tout seul, le faisant vraiment passer pour un fou. Mais en réalité, il a accès à un monde que les autres ne peuvent pas voir. Et cette scène où tous les personnages principaux font face aux habitants complètement fous de la ville, c'est en quelque sorte le réveil de ce qu'ils sont, l'affirmation et l'acceptation de leur propre identité, leur propre pouvoir de voir. Les habitants deviennent leurs propres zombies assoiffés de sang, montrant bien la notion de la folie humaine, de la peur et des excès qu'elle peut entraîner, que la persécution n'a jamais cessé, seule la forme a changé. On le voit aussi avec la banalisation de la violence au début dans le théâtre, qui met en scène la tuerie des sorcières, avec des enfants. Ça fonctionne d'autant plus qu'ils sont nourris par l'imaginaire de cette ville chargée d'histoire. Une ville qui semble être un mix de lieux un peu étranges, tout en ayant un charme pittoresque. Le récit fait allusion à la panique et l'hystérie collective dans les années 1680-1690, où des femmes et des hommes accusés de sorcellerie avaient été exécutés dans une justice assez négligée, mettant en évidence les conflits ethniques, politiques et religieux de l'époque. La présence du mal, entre guillemets, permet toujours de révéler la vérité des gens, par la manière dont ils vont y faire face. Et c'est avec d'autant plus de rage qu'ils vont pourchasser cette vérité, sans voir qu'ils se pourchassent eux-mêmes, créant de nombreux conflits à venir dans le futur, comme les conséquences à rebours de leur folie passée. Si tant de monde s'en prend à Norman, c'est par la méthode du bouc émissaire, ce héros dissimulé qui endure la méchanceté des autres, déversant sur lui leurs propres faiblesses, pensant conjurer leurs maléfices. Norman fait peur, car il a le pouvoir de toucher le véritable. La malédiction peut aussi être perçue comme le reflet d'une époque qui a atteint l'apogée de son aveuglement, de son déclin intérieur sur le sens et les valeurs. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'à l'époque, toute notion de pouvoir était châtiée, alors que de nos jours, qui ne rêverait pas d'en avoir ? Les pouvoirs sont dans tellement de films, les icônes et les héros des temps modernes n'ont que ça, des pouvoirs. D'ailleurs, au début du film, on peut constater tous les goodies du monde horrifique, que ce soit dans la chambre de Norman, avec brosse à dents, son réveil, ses chaussons, ou dans la ville avec des boutiques comme les fourneaux de la sorcière ou les saucisses ensorcelées, tout est à l'effigie de la sorcière. La différence a toujours été pointée du doigt, autant dans le mauvais sens que dans le bon sens. Ici, la peur est à la fois une folie qu'une nécessité, tout comme la sorcière qui apparaît à la fois comme la terreur, tout autant que ce qui fait honneur et la fierté de la ville. Et comprendre une ville apparaît ici comme comprendre une fille. C'est bien ce lien qui existe avec celui de Norman qui apporte le plus au récit, et mène à une confrontation et résolution onirique et symbolique de toute beauté.
parlant à la fois des individus qui sont rejetés, déconsidérés et pas écoutés, tout en étant à la fois l'expression d'une génération et de la nature, d'une histoire oubliée, comme l'enfance, qui finit par faire écho à cette époque ayant trouvé son chemin à travers le temps en grandissant. On dit que les histoires se répètent, mais elles cherchent avant tout à être comprises et intégrées par tous pour pouvoir se libérer et enfin transformer le jugement en sentiment. Comment les histoires peuvent-elles changer si les hommes ne changent pas? On a toujours combattu le mal par le mal. Ici, le studio Laika propose de combattre les mots par les mots. Le fait même que Norman puisse parler aux morts est une porte ouverte sur la communication et la compréhension. En plus d'avoir une subtile réflexion sur le deuil et la perte, on joue sur la nuance des mots, comme la sorcière qui ne pardonne pas, mais comprend que ça ne l'aidera pas à trouver la paix. Ou Norman qui comprend que la méthode de son oncle n'était pas la meilleure, bien que ça fonctionnait. On a également la grand-mère de Norman qui, dès le début du film, en parlant d'un film de zombies, dit que tout ceci aurait pu être évité s'ils avaient essayé de parler. Il est plus qu'évident que la grand-mère, ou toute personne très éloignée du cinéma ou du dernier délire à la mode, ne pourrait que faire rire avec ce genre de réflexion. Et pourtant, Mamie avait une longueur d'avance. Des mots et des phrases que l'on entend jeune, qui ne prennent sens que bien plus tard. Le don de Norman peut aussi représenter le fait que nos proches disparus sont toujours présents à nos côtés, que l'on n'est jamais véritablement seul. Cette relation avec la grand-mère est inspirée par l'enfance du réal Chris Butler. Un film qui parlera à tous ceux qui se sont sentis incompris ou inadaptés, rejetés et décalés des autres, ou tout simplement rêveurs, réfugiés dans leur monde, comme la lecture, le cinéma ou même les jeux vidéo. Et même si beaucoup considèrent le cinéma que comme un simple divertissement, pour beaucoup d'autres, il s'agira d'un refuge, d'un guide, d'un véritable apprentissage des émotions et de la pensée, menant par la combinaison, la synthèse de toutes ces œuvres, à voir les choses sous un angle différent que le chemin académique et traditionnel. La différence a toujours trouvé des échos dans les légendes d'autrefois, que l'art ou le cinéma réactualise sans cesse, utilisant toutes les formes d'expression pour dialoguer avec le spectateur de toute époque. D'ailleurs, pour conjurer la malédiction, on lit une histoire à la sorcière pour qu'elle reste endormie. Comme la Belle au bois dormant, où l'éveil correspond à la possibilité de grandir, de mûrir. Norman serait comme le prince qui vient combattre le dragon au cœur de la forêt et de ses ronces de la colère. Où le pouvoir ne serait pas ici l'épée, mais les mots, comme les histoires que l'on raconte, comme l'histoire elle-même. Et Norman lui raconte sa propre histoire. On s'émancipe des contes pour raconter les nôtres et poser sa propre pierre sur l'arbre du temps. Ce film rend aussi hommage à tous les classiques des films d'horreur de l'époque en interrogeant et réhabilitant la figure du méchant par un point de vue au plus proche de notre conscience actuelle. J'aime beaucoup la scène où Norman et sa grand-mère regardent le film d'horreur à la télé avec ce zombie qui mange la cervelle des innocents, comme un film peut lui-même laver la cervelle des enfants ou des plus crédules. Et pourtant, par la réflexion de la grand-mère, cette scène anodine montre bien que même si le réal et le film ont une intention, il ne doit pas empêcher le spectateur de réfléchir par lui-même et de projeter son propre univers, sa propre compréhension des choses dans ce qu'il voit. Chris Butler nous invite à prendre du recul pour évoluer, comme Norman qui se trouve ici grâce à ce conflit du passé qui se rejoue comme on rejoue les films et les histoires, mais qui par une simple idée parvient à faire d'un préjudice, d'un défaut, un atout majeur face à l'adversité, quelle qu'en soit la forme, comme le manichéisme des films tels qu'on les connaît. Rempli d'espoir et de lucidité dans l'attitude de notre époque,
Ce conte fantastique contemporain est une ode au dialogue et à la découverte de l'autre, qui met en avant le combat de l'humain contre sa propre humanité, où la mort n'est pas une fin en soi, et où la notion du mal est comme un pont entre passé et présent, entre l'enfance et l'adulte. C'est bien cette notion qui relie tout dans un propos finalement universel. Je finirai sur la musique de Jon Brion, qui a composé plusieurs fois pour Paul Thomas Anderson, comme dans Magnolia, ou chez Michel Gondry dans l'Eternal Sunshine, et dernièrement pour des films comme Le Grand Bain, Lady Bird ou Jean-Christophe et Winnie. Dans l'ensemble, les musiques ne sont pas très originales, et n'ont pas forcément un rôle à part entière, étant peut-être un peu trop en retrait. On y retrouve bien sûr quelques tambours battants pour la folie des gens et l'attaque des zombies, ainsi que quelques pistes d'ambiance qui accompagnent la mélancolie et les tourments de Norman, comme celle où il marche dans la ville au tout début, ou celle quand les habitants ouvrent les yeux. Et bien sûr celle de la résolution finale qui sort vraiment du lot et peut donner un petit frisson. Voilà pour l'étrange pouvoir de Norman qui, par son imagination et ses émotions, déploie des merveilles. Loin de nous ensorceler, on sent qu'il manque ce petit quelque chose pour le rendre vraiment marquant. Mais il conserve le charme de ces films artisanaux faits avec le cœur, et qui nous donnent envie de continuer à suivre les fables poétiques et macabres des studios Laika. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.